Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il est, il est 9h30, on va commencer donc la séance d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui je vais vous présenter donc un peu d'éléments de MATLAB qui vous permettront de pouvoir faire le TP. Ok, pour ceux qui n'ont jamais eu à toucher MATLAB, ceux qui ne sont pas très familiers avec MATLAB, ceux qui n'ont pas eu à faire Eco 1600 avec moi. Peut-être que bon, il y a certains éléments que vous ne connaissez pas dans MATLAB. Donc, ça va vous servir en même temps donc d'apprendre, mais aussi de connaître certains outils qu'on n'a pas vu aussi en Eco 1600. Donc, en Eco 1600, j'ai appris comment on fait les codes et tout. Donc, ici, ce serait pratiquement la même chose aussi. Il n'y a pas vraiment grande différence, sauf peut-être la régression avec plusieurs variables dépendantes. Donc, quand vous régressez plusieurs variables dépendantes sur donc des variables explicatives, peut-être ça. Donc, cette commande-là, en fait, que je vais juste vous donner. Bonjour, comment ça va? Ouais, bonjour Francis. Ouais, ça va très bien, merci. Pourriez-vous envoyer Le code, le code dans le chat, s'il vous plaît? alors, vous voulez que je... D'accord, je vous l'envoie. Merci. Oups. Le chat. Ça va être long. Alors, donc, je retourne dans le chat. OK. Alors ici, je pense que la plupart d'entre nous savons comment importer donc, des données Excel. Bon, voilà, vu qu'il y a une disparité donc, entre les groupes, enfin, entre nous, s'il y a certaines choses en fait que je pense que c'est connu par tout le monde et que ce n'est pas connu par vous, de grâce, arrêtez-moi et dites-le moi clairement, quoi. OK? Parce qu'on a eu quand même une belle expérience donc, avec un certain nombre de personnes déjà. Donc, beaucoup savent quand même pas mal de choses que j'avais déjà présentées auparavant, donc dans Eco 1600. Ce qui fait que, bon, je ne sais pas si quelqu'un ne sait pas. OK? Alors, donc, la commande qui permet donc d'importer une base de données dans MATLAB. Désolé de vous interrompre encore une fois. J'ai Ouais, de la misère à copier, coller. Pourriez-vous envoyer la le courriel, chose .m? Mon MATLAB est déjà ouvert, moi, le fichier .m. Euh, s'il vous plaît. donc, attends, je vais y aller. OK. Should be on downloads. Yeah, yeah. OK. OK. Bonjour, Monsieur Conlon. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez juste nous dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je me suis connecté peut-être 2 minutes de retard. Je ne sais pas ce que vous avez déjà expliqué ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais, je l'expliquais. Euh, bon, peut-être que vous pourrez écouter un peu plus donc, sur la vidéo. Je suis en train de l'enregistrer, donc je vais vous l'envoyer. Ok, parfait. Il n'y a pas de souci. Merci. Bienvenue. Voilà, donc j'expliquais que la commande pour pouvoir importer donc, une base de données dans MATLAB, c'est XLSRead, okay? Donc une base de données Excel, donc XLSRead. Et bon, j'ai appris comment est-ce on s'améliore dans MATLAB. Si vous ne connaissez pas quelque chose, vous pourrez questionner premièrement Google. Donc, vous pouvez écrire dans Google, par exemple,
importer une base de données Excel dans MATLAB. Alors, Google va vous faire sortir donc assurément cette commande-là, xlsread, que vous allez voir. Et puis, vous venez ensuite dans MATLAB, vous faites help xlsread. OK. Qu'est-ce que j'ai tapé? Help. Voilà, donc, le help va vous donner un peu donc la manière dont on le fait. Bon, vous pouvez cliquer sur un exemple pour voir comment est-ce que c'est fait. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Est-ce que c'est assez gros ou bien c'est petit? C'est bon. Correct. OK. Voilà. Donc, ici, par exemple, ils vous font un exemple. Donc, il vous dit file name. Donc, ça, c'est votre nom. Et puis, vous tapez myexample.xls. Donc, ça, c'est l'extension de votre fichier. Il vous l'explique un peu en haut. Donc, vous pouvez toujours donc, vous documenter un peu comme ça en lisant. Donc, vous ne savez pas faire quelque chose, vous voulez faire quelque chose, vous ne savez pas comment ça se fait. Vous allez dans Google, vous tapez, que ce soit une phrase, mais en anglais, parfois, ça vous donne plus de réponses. Il va vous donner certains indices, il va vous donner des codes et tout. Vous faites help, ces codes-là, vous faites help sur ces codes dans MATLAB et MATLAB va vous les faire sortir. Vous voyez, donc là, MATLAB va vous parler un peu donc, de ce que ça fait, ce code. Il va vous l'expliquer. Donc, c'est un peu comme ça que j'avais montré un peu donc, dans les débuts, dans les cours passés. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc, je répète encore. Donc là, c'est ça. Donc, vous donnez le nom et puis ensuite, vous faites xlread, donc le nom de votre fichier, point donc l'extension. Maintenant, si vous voulez une feuille spécifique, donc dans le fichier Excel, vous pouvez spécifier virgule le nom donc dans la feuille. Maintenant, si vous voulez des rangées spécifiques, vous pouvez aussi le faire. Donc, il vous précise qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec cette commande xlsread. OK? Donc, c'est ça que je fais. Et là, j'appuie sur F9 ou bien je sélectionne, je fais Evaluate Selection. Donc, vous voyez, c'est F9. OK, Evaluate Selection, F9. Et il va l'exécuter et il va apparaître là. Donc, cette base de données que j'ai téléchargée, qui est sous forme Excel, et je l'ai importée dans MATLAB. Bon, bien entendu, pour le TP, vous êtes libre d'utiliser le logiciel que vous voulez. Vous pouvez utiliser Stata, vous pouvez utiliser R, vous pouvez utiliser MATLAB. Tout le monde est libre. Mais ce que le professeur m'a demandé de vous présenter, c'est MATLAB. D'accord? Donc, cette base de données, je l'importe et c'est data. Vous pouvez regarder. En fait, c'est une base de données qui a 6 variables. Et voilà quoi. Après, je vais commencer par extraire chaque variable pour lui donner le nom que je veux. OK? Et c'est ce que je fais ici. Donc, la variable x1, c'est data, donc ma base de données, où j'extrais toutes les colonnes et non, j'extrais toutes les lignes, mais juste la première colonne. OK? Quand on met 2 points, je vais aller là, j'ai une question. Oui. Est-ce que Root Table aussi peut exporter un document Excel? Oui. OK. Root Table, oui, il peut le faire. Donc, allons-y. Je pense que dans mon cours passé, je ne sais pas, en 2018, peut-être que c'est Root Table que j'avais utilisé, je ne sais pas. Parfois, donc, Root Table, je sais que j'avais utilisé ça. C'est un cours que j'avais donné. Alors, Root Table, je pense que... Create a table by reading from a file. Donc là, ce que Root Table va vous faire, c'est qu'il va vous créer une table. Ce ne sera pas nécessairement donc, une base de données. Parce que dans une table, il peut y avoir des variables qualitatives, des expressions pour avoir donc, ce n'est pas toujours des chiffres. OK? Donc, Root Table, à l'avantage, il peut combiner donc les matrices qui sont des numériques avec donc des alphanumériques. OK?
Donc, c'est une table en fait. Donc, dans une table où il peut y avoir des réels comme des non réels et Readtable peut le capter. Mais XLSRead ne peut pas capter et les chiffres et les noms, les alphanumériques en même temps. Okay? Donc, pour ceux qui le veulent, vous pouvez lire encore pour votre connaissance. Alors, je disais que quand vous avez une matrice, donc on avait appris que... Attendez. On avait appris que quand on a une matrice A, ah non, je ne sais pas dans ce coup, mais ailleurs, donc AIJ, c'est la IM ligne, la JM colonne, ok? Et ça, dans MATLAB, si vous mettez la matrice A et puis vous mettez I, virgule J, il sait que vous êtes en train de dire la matrice A, la IM ligne, la JM colonne. Donc, quand vous venez et que vous tapez data, ok? Vous tapez 1,1, il va faire sortir cet élément donc, de la matrice. D'accord? Et donc ici, l'élément 1,1, vous voyez que c'est moins 1,9 quelque chose, c'est ça qui va vous le faire sortir. D'accord? Super. Et voilà. Donc si vous tapez, si vous faites, on avait appris aussi quoi, par exemple, on avait dit que dans une matrice, comme ça, on peut extraire toute une colonne. On peut extraire aussi toute une ligne, toute la ligne ou bien toute la colonne. Donc, si vous voulez extraire toute la colonne, vous voyez, si vous voulez extraire toute la colonne, c'est que ça veut dire que vous êtes sur la colonne 1. Donc, supposez que vous êtes à 1. Okay, vous êtes sur la colonne 1. Si vous voulez juste la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne, OK? Alors, vous faites 1 jusqu'à 3. OK? Alors, essayons de savoir. On data 1 jusqu'à 3,1. Oui, il vous fait sortir moins 0,0002, moins 0,0077, moins 0,0011. OK, donc la première ligne jusqu'à la troisième ligne. OK, mais la première colonne. C'est pour ça que quand nous, si vous voulez ici, si vous voulez donc la première ligne jusqu'à la fin, vous pouvez mettre 1 end, virgule 1. OK, je vais essayer de voir. Je n'ai pas bonne mémoire. Mais si on veut de la première jusqu'à la fin, on n'a pas juste besoin de mettre 2 points? Oui, c'est ça, on peut, exactement, mais je vais aller étape par étape pour ceux qui ne... Genre, de la 5e jusqu'à la fin, ça serait de 5, 2 points end. Voilà, exactement. Donc, okay. Si vous voulez, par exemple, de 5 jusqu'à la fin, donc vous allez mettre 5 à end. Mais si c'est toute la colonne que vous voulez, donc vous voulez que vous voulez extraire donc toutes les lignes donc, de cette colonne-là, donc la première colonne, vous voulez extraire toutes les lignes, ben, vous n'avez pas nécessairement besoin donc, de spécifier quoi que ce soit pour la ligne. Vous mettez juste 2 points, virgule 1, et il va vous le faire. OK? Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ici, je disais que X1, c'est ça. X2, donc, ça aussi. Donc, il va me calculer. Et je dis que Y1, c'est la troisième ligne moins la deuxième ligne. Okay? C'est juste, moi, je connais ma base de données. Je sais ce qu'il y a dans ma base de données. Donc, vous aussi, vous connaissez votre base de données. Vous savez ce qu'il y a dans votre base de données. Et vous faites des manipulations que vous voulez, parce que vous voulez obtenir donc, des choses, donc les rendements, vous voulez avoir donc les rendements, donc il faut peut-être voir, je pense qu'il y a la variable taux d'intérêt fixe, il y a les rendements des actifs. Donc si vous voulez l'écart donc, entre le rendement de l'actif et le rendement du marché, ou bien sans
sans le rendement fixe. Donc, vous faites la soustraction. Donc, à vous de savoir quelle variable vous avez et de pouvoir faire ces soustractions-là. Donc, ici, moi, je prends ma troisième variable et je soustrais donc de la deuxième. Ici aussi, je soustrais la quatrième variable, donc de la deuxième, la cinquième variable de la deuxième, la sixième variable de la deuxième, parce que ma base contient 6 variables. OK, que je nomme Y1, Y2, Y3, Y4, qui vont être comme donc, ma variable Y en fait. Je vais mettre toutes ces variables Y1, Y2, Y3, Y4 dans une variable Y4. OK? Alors, bon, ici, bon, ici, ce que je fais, c'est je définis en fait, bon, je le fais de deux manières, OK? Donc, j'ai dit ici, par exemple, ce que j'ai fait ici, j'ai calculé Y1, Y2, Y3, Y4. Alors, je peux les mettre ensemble. Donc, une fois qu'on a 4 variables, Y1, Y2, Y3, on peut les mettre ensemble comme ça, par exemple. Y1, virgule. Si vous mettez une variable et que vous mettez virgule, il va vous les mettre l'une à côté de l'autre, donc comme en colonne, je l'écris. Pour ceux qui n'ont pas eu à faire le cours avec moi précédemment. Donc, quand vous mettez Y1, Y2, Y3, Y4, et que vous les voulez comme ça, c'est-à-dire que Y1 soit ici, Y2 ici, Y3 ici, Y4 ici, alors il va falloir que vous le mettiez comme ça en les séparant par la virgule. Donc, on aura Y2, Y3, Y4. OK. Donc, vous voyez, donc il a fait. Et c'est ça que moi, j'appelle Y. OK. Je l'appelle petit Y. Mais il y a plus une autre manière de le faire, c'est que là, vous ne calculez même pas donc, les Y1, Y2, Y3, Y4. Vous écrivez une boucle. Pour ceux qui sont à l'aise avec une boucle, donc j'ai voulu faire ça aussi pour le montrer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai initialisé donc, ma matrice Y, que j'ai dit, OK, c'est 500 lignes et 4 colonnes. Alors, c'est quoi? Donc, pour chaque colonne, donc, puisque là, il va de 1 jusqu'à 4, donc pour chaque colonne, donc, il faut prendre le vecteur qui est dans la matrice d'état, et puis tu soustrais x2. Donc, vous voyez, pour le i égale à 3, enfin, pour i égale à 1, OK, on utilise on extrait le y, la troisième colonne ici, troisième colonne moins x2, donc d'état, premièrement i égale à 1, donc le premier, donc le y, la première colonne donc de y sera d'état, toutes les colonnes, toutes les lignes de la troisième colonne moins 3, pour i égale à 2, ça va faire donc la quatrième colonne moins 2, pour i égale à 3, ça va faire la cinquième colonne, moins 2, pour i égale à 4, ça fait la sixième colonne, moins 2, moins x2. C'est exactement ça. Donc, tu le mets en boucle. Maintenant, quelqu'un d'autre peut l'écrire autrement. Lui, il va dire, OK, bon, plutôt que de faire i plus 2 ici, moi, je vais mettre i variant de 3 à 6. C'est-à-dire qu'il veut mettre ici i variant de 3 à 6. Il peut le faire. Mais sauf que ici, il va mettre forcément i moins 2 pour que quand il le prend, il les met vraiment dans les colonnes qu'il faut. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai expliqué dans cette boucle-là. Bon, pour ceux qui ont déjà eu à faire donc, des boucles, ils vont comprendre. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a jamais fait et il y en a parmi nous, il peut me demander, je peux réexpliquer, mais s'il n'y a pas lieu, je peux continuer. Monsieur, moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que dans le workspace, vous pouvez afficher I pour qu'on voit il y a quoi dans I quand on prend de 1 à 4? Est-ce qu'il donne 1, 2, 3, 4 ou il donne juste 4? Il donne juste 4. Ça dit quand vous faites I 1 à 4, il ne va pas vous donner... Il va prendre I égale à 1, il va faire le travail. I égale à 2, il va faire le travail. I égale à 3, il va faire le travail. I égale à 4, il va faire le travail. OK? D'accord. Parce que là, ce qu'on fait, c'est que
I, ce n'est pas un vecteur, c'est un réel. Donc, quand on ne peut pas ajouter un vecteur à un réel, donc c'est vraiment I, c'est un réel. Là, okay? Il varie. On appelle ça des boucles, c'est-à-dire en algorithme. I égale à 1, il fait le travail. I égale à 2, il fait le travail. I égale à 3, il fait la même chose. I égale à 4, il fait la même chose. Et puis, il arrête. Parce que on appelle ça des itérations. Donc, le processus itératif, quand il finit l'itération, ben, il s'arrête parce que... Mais si vous mettez I allant de 1 à 5, donc il va continuer pour aller jusqu'à 5 pour le faire. OK? Mais une fois que vous exécutez ça et que vous tapez I, il va vous donner 4. Parce que c'est la dernière valeur dans I. C'est-à-dire que quand il a fini, quand MATLAB a fini cette itération, ce qui est resté dans sa mémoire pour I, c'est 4. Parce qu'à chaque fois, quand il prend I égale à 1, il fait l'opération, il revient, il prend I égale à 2, il fait l'opération. Donc, I égale à 1 a été écrasé. Donc, il revient, il prend I égale à 3, il fait l'opération, I égale à 4, il fait l'opération. Ben, vu qu'il s'est arrêté à I égale à 4, ben, le 4 n'est pas écrasé. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Avec le Covid, tout est en ligne, on ne voit pas le visage. On ne sait pas trop ce qui se passe dans le... Et là, il faudrait qu'on ait quelque chose pour le premier vecteur et le deuxième vecteur. Genre là, on ajoute juste d'autres vecteurs, c'est ça? Parce que là, nos vecteurs, ils commencent du numéro 3, c'est ça? Parce que là, I plus 2 et on commence du vecteur 3, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est à cause de cette définition-là. Ok, parfait. Merci. Donc, parce que je connais ma base de données. Je sais que la troisième variable, en fait, j'en ai besoin de lui, moins la deuxième variable pour former ma première variable, donc dans le vecteur Y. Donc, je suis en train de travailler les données, je suis en train de les redisposer, en fait, dans ma tête, en tout cas dans des variables spécifiques pour aller faire la régression après. D'accord, merci. Voilà, donc ce que je disais aussi, c'est que je pouvais faire ça, donc je prends plus prudent de créer un nouveau vecteur plutôt que de... Plutôt que de... On dirait que ta connexion est partie. Voilà, c'est moi. Connexion, oui, je suis là. Allô? Est-ce que... Il est parti? Francis, tu es là? OK. Voilà, je suis revenu. OK. Là, tout le monde m'entend maintenant? Allô? Est-ce que tout le monde... Vous m'entendez maintenant? Oui. OK. On dirait que le vendredi matin, ma connexion est vraiment dérangeante. OK. Alors, retournons. Donc, Francis, je n'avais pas vraiment entendu ta question. Tu peux reprendre, s'il te plaît? C'était la question de M. Christian Lachaussée. Ah, OK. Oui, donc je disais, il n'est pas préférable de ne pas écraser des données, puis plutôt en créer des nouvelles, à moins que ce soit une donnée ou un vecteur qui soit temporaire. Oui, c'est ça. Vous avez raison si on en avait besoin. Mais si c'est des choses qu'on n'a pas du tout besoin, il ne sert à rien de surcharger la mémoire de la machine. Et puis aussi, on ne peut pas non plus, dans les itérations, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de... Par exemple, vous ne pouvez pas créer IJ, je veux dire, vous ne pouvez pas faire une itération, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que si vous voulez itérer sur quelque chose, il faut que l'ordinateur reconnaisse, identifie un élément sur lequel il va travailler. Donc, pour pouvoir parcourir, je ne sais pas comment je vais le dire, pour pouvoir dire qu'on a fait le tour du monde, mais il faut le faire, il faut que ce soit une personne qui fasse le tour. Sinon,
Si moi, je quitte ici pour aller, je sais pas, à Québec, et puis quelqu'un d'autre qui est à Québec, il a pu aller à Gaspésie. Bon, et puis on a dit non, ben, je ne peux pas dire que non, mais je fais le tour du Québec. Non, ben non. Donc, pour faire la boucle, on a besoin donc d'un seul élément qui va faire le tour. Et on en avait vraiment besoin parce que, regardez ici, quand il prend i égale à 2, il fait le travail. À moins que, voici comment on peut réécrire ce processus-là. Ce qu'on a écrit ici, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on a. C'est ça, en fait, qu'il fait. Mais non, c'est parce qu'on ne veut pas écrire toutes les lignes là, qu'on a écrit juste une seule ligne dans une boucle. Et si vous voulez que le 3, vous voulez qu'on mette i égale à 3 et qu'on mette j égale à 4, on met k égale à 5 et l égale à 6 pour avoir des variables différentes, bon, finalement, le travail n'est pas, ça devient plus complexe. C'est-à-dire que je mets ici i égale 3, j égale 4, 6. Et puis, je remplace ici I, J, K, L. Bon. C'est pas intéressant numériquement. Donc, on a besoin d'une boucle, en fait, une variable pour faire tourner la boucle. OK? Mais ça, c'est juste pour montrer à ceux qui aiment coder, encore un peu, donc, comment est-ce qu'on peut faire donc, des boucles. Sinon, voici ce qu'on peut faire. Vous prenez juste les variables, vous les créez one by one. Okay, Y1, Y2, Y3, Y4 qui sont comme des rendements ou des gains et tout. Et vous les mettez donc dans 4 variables et vous les mettez ensemble. Okay, Y0. Donc Y0, si vous le voulez, vous voyez, ça vous donne aussi la même chose que votre Y, les petits Y. Hein. Quand je tape, je fais entrer, mais soit, vous voyez que c'est la même chose que Y0. Voilà, c'est la même chose, le résultat ne change pas du tout. OK. Comment, j'ai une question. Ouais. Si on voulait genre, inclure le vecteur x1 et x2 dans le y0, parce que y0, là, il commence à partir du vecteur 3. Et si on voulait genre avoir ça, le y0 de y1 jusqu'à y4, pardon, et en même temps, on aura dans le premier vecteur et le deuxième, le x1 et le x2. OK. On fait comment? Bon, je peux faire ça. On ne peut pas le faire genre juste dans la même boucle, c'est ça ce que je veux dire. Au lieu d'écrire plusieurs étapes, on fait genre directement à partir juste d'un seul code. Oui, on peut faire, oui, c'est ça. Mais est-ce que ça vous sera utile? Parce que moi, je sais où je vais, c'est pour ça que j'écris les codes qui me permettront d'avoir cela. Parce que là où je vais, c'est d'aller faire une régression dont les variables dépendantes seront Y1, Y2, Y3, Y4, c'est-à-dire tout grand Y0, et dont les variables explicatives seront les X. Oui. Donc, c'est là où je m'en vais. Oui. Ce qui fait que vous pouvez pas, vous avez besoin vraiment d'avoir votre Y1, Y2, Y3, Y4 ensemble pour former un seul élément. Oui, d'accord. C'est bon, merci. Alors, donc ça c'est fini. Alors, ce que je fais ici, c'est que, bon, j'essaie de calculer ici aussi donc la différence entre X1 et X2. OK? Et ça, je pense que j'avais appris ça aussi. Donc, size, c'est quoi la size? Size, ça permet donc de trouver la taille d'une matrice ou d'un vecteur. Donc, elle peut vous donner, size peut vous donner donc le nombre de lignes et le nombre de colonnes. OK? Et donc, vous voyez. Donc, quand vous mettez D égale size de X for M, donc pour une matrice X qui a M lignes, N colonnes, ça va vous donner 2 éléments. Donc, le premier va vous donner donc le nombre de lignes, le deuxième élément va vous donner le nombre de colonnes. Donc, essayons la même chose sur Y0, on va voir.
mettons size de Y0. Normalement, ça doit nous donner 500 lignes et 4 colonnes. Est-ce que nous sommes tous d'accord? 500 lignes, 4 colonnes. Voilà, 500 lignes, 4 colonnes. Alors, parfois, ce qu'on fait, c'est que si vous voulez juste la ligne, j'espère que ma connexion est là. Si vous voulez juste la ligne, vous mettez ça. Size, donc Y0, mais vous voulez le premier élément, qui est 500. OK. Voilà. Mais si vous mettez size Y0, et puis vous mettez 2, c'est que vous voulez le deuxième élément, ça sera 4. Okay, donc c'est un peu ça aussi. Donc ici, c'est la taille de l'échantillon, vraiment que j'essaie d'extraire aussi. Okay. Et ça, c'est la taille. La taille, c'est le nombre d'éléments donc dans la matrice Y0, donc le nombre de colonnes, donc c'est 4. Okay. Vous pouvez voir. Alors, xdiff, ça fait la différence entre x1 et x2. Okay. Bon, j'ai renommé en fait les variables, c'est pratiquement votre TP, je sais qu'il y en a certains qui l'ont remarqué déjà. Mais moi, j'ai créé mes propres variables, je ne veux pas que bon, tout soit trop clair pour vous. Donc, à vous aussi d'aller savoir exactement ce que c'est pour écrire un peu, pour vous amuser un peu avec ça. OK. Alors, je prends cette variable que je mets dans la première variable de x0. OK. Et puis, bon, je dis ici, modèle avec je suis allé où? Donc, modèle sans restriction. Donc, disp, en fait, ça permet d'afficher telle qu'elle est. Okay? C'est-à-dire que si vous voulez afficher une phrase telle que vous l'écrivez, vous pouvez utiliser disp. Okay? Display. Donc, voilà, il n'a rien affiché parce que ce que j'ai mis dans les côtes, c'est vide. Donc, il a affiché juste le vide. Mais si je mets un modèle univarié sans contrainte, ben, il va m'afficher modèle univarié sans contrainte. Mais si je n'ai pas mis les côtes, il ne va pas comprendre. Oui. Si je fasse ça, c'est erreur. Parce qu'il ne comprend pas tous ces symboles. Mais quand vous le mettez entre côtes, c'est qu'il sait que okay, tout ce qui est dans les côtes là, c'est vraiment une expression que vous êtes en train de vouloir afficher. OK. Donc, il vous affiche ça. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais régresser maintenant. OK. Une seule variable. Okay. Je vais faire la régression one by one. OK. La régression one by one. Je prends une variable, je régresse sur x0. Donc, x0, souvenez-vous, c'est la différence entre x1 et x2. Et je prends une autre variable, y2, je fais la régression. Donc, souvenez-vous, y0 2.1, ce n'est que y1. y0 2.2, c'est y2. Donc, quelqu'un d'autre peut mettre y1 ici, sans problème. Comme ça. C'est pareil. OK? Ici, il peut mettre x diff, parce que x diff, c'est lui qu'on a mis dans x0. OK? Et fit-lm, vous savez ce que ça fait? J'avais déjà expliqué, c'est le modèle linéaire simplement. OK? Et je l'ai nommé lm1. Donc, si vous faites lm1, il va vous faire sortir donc les résultats donc, de cette régression-là. Donc, ça, c'est les estimés. Donc, standard error, les statistiques donc, de student et la p-value. OK? Donc, tout ceci, c'est sous l'hypothèse de la normalité. Et vu que, bon, nous avons un échantillon de 500, donc n est suffisamment grand, donc on est dans les cas donc, de la convergence asymptotique. On est dans un cadre asymptotique. On peut dire que même si vous faites les tests après et que vous voyez que les erreurs ne sont pas normales,
Mais si elles sont indépendantes et identiquement distribuées, ben, vous pouvez conclure sur la normalité donc, de bêta chapeau. Donc, pour les tests, vous pouvez utiliser les statistiques de student. Donc, c'est interprétable. Ou alors, on a montré aussi que même si les erreurs ne sont pas, même si les erreurs sont hétéroscédastiques, on a montré qu'on peut toujours contourner cela en utilisant la version modifiée ou bien améliorée de la loi des grands, la loi des nombres pour montrer la convergence et utiliser le fait que on peut utiliser toujours le théorème central limite pour montrer que bêta chapeau va suivre une loi normale asymptotiquement. Okay? Et même dans le cadre où la matrice X n'est pas exogène, on montre toujours que ça va marcher. Okay? On a montré ça donc, dans les premiers TP. Donc, ce qui fait que vu qu'on a un échantillon de 500, la normalité donc, des erreurs ou bien l'homocédacité des erreurs importe peu. Okay? Bien entendu, il faut que les autres hypothèses qui nous ont permis de faire les démonstrations soient vérifiées. Donc, il faut faire toujours les tests post-estimation. Mais ce n'est pas le cadre donc, du TP ici. Ce n'est pas le cadre. Le cadre est de faire les régressions one by one et puis après vérifier la différence entre une régression multiple. Okay? Donc, j'essaie de faire les disp et tout. Bon. Ici, quand je mets ça, ça veut dire afficher display lm1.coefficient. Donc, je vais juste afficher les coefficients. Donc, juste les coefficients de la régression. Parce que là, il ne me donne pas tous les éléments. Quand je dis tous les éléments, c'est ouais, tout ça. Number of observation, error degrees of freedom, donc le degré de liberté, le square error, le R carré ajusté, le AF statistique, la p-value donc du modèle. Bon, il ne vous sort pas tout ça, il ne vous sort pas tout le modèle qui a été régressé, il vous donne juste les coefficients. Okay? Donc, si vous voulez les coefficients d'un modèle, vous pouvez faire donc, le modèle point coefficient si vous avez utilisé FitLM. Okay? Alors, passons donc à la deuxième régression. On utilise aussi donc la deuxième variable y2 qu'on régresse sur x0. Okay? Et vous pouvez toujours vouloir l'afficher en utilisant coefficient. Okay. Donc là, le problème n'est pas de vous afficher des résultats, mais juste pour mettre des commandes pour vous montrer que telle commande existe, vous pouvez toujours l'utiliser pour vous amuser. Donc le FitLM, ça permet de faire une régression linéaire. Donc la première question que vous avez été posée dans le TP, c'est de faire une régression linéaire. Tout le monde le sait. La plus difficile, c'est juste de pouvoir extraire les variables. Mais si je vois que vous recopiez exactement tout ceci, bon, ça montre que vous n'avez pas fait un peu d'effort. Parce que pour pouvoir faire une régression simple, on n'a pas besoin de faire tout ce que j'ai fait. Hein. Pour faire une régression simple, vous avez besoin juste d'extraire votre variable. Et j'ai appris comment extraire une variable, mais pas exactement, parce que ce que moi j'ai fait, c'est trop complexe. Enfin, j'ai ajouté beaucoup de choses pour vous montrer beaucoup de choses à la fois. Mais vous, ce que vous devez faire est très simple, en fait. On vous dit d'exprimer, de régresser y1 sur x1, il faut juste extraire y1, il faut extraire x1, et puis vous faites la régression y1 sur x1. Vous n'avez pas besoin de les mettre sur x0, y0 et tout, après de les extraire encore. Donc, faites attention à ne pas vouloir recopier ce que j'ai mis. Dans tous les cas, ce qu'on va faire, ça vous donnera tous les éléments pour pouvoir votre TP. Mais si vous ne comprenez pas que vous voulez juste recopier, là, ça se fera voir que vous allez juste recopier. OK. Donc là, je le fais vraiment pour chaque variable y. Donc, pour faire une régression simple. C'est la moindre des choses que... Okay. Alors, donc, cette fois-ci, maintenant, quand on veut faire un modèle avec contrainte, OK. Et bon, là, je mets encore 10 pour ce que je veux. J'ai dit modèle linéaire avec contrainte. Bon. OK, pour juste afficher. Et puis là,
je mets table x0, y1. Là, c'est qu'il va me faire une table, ok, une table dans laquelle il va mettre x0 et puis y1 à côté. Je sais pas. Je vais exécuter pour que vous voyez. Tout ça, c'est parce que je suis dans un cadre donc, de pratique. Donc, je vais juste faire appel à tous les éléments, tout ce qui peut être utilisé, quoi, pour vous juste les présenter. Maintenant, à vous de prendre dans tout ça ce qui est utile. Et ce qui n'est pas utile, bon, c'est pas la peine de le remettre, quoi. Donc, j'ai mis ces variables-là à côté aussi. OK. Alors, j'utilise fit_lm. Maintenant, pourquoi cette... quelle est la différence? C'est parce qu'ici, la contrainte, la constante ne sera pas, n'est pas disponible. Je vais vous montrer. MDL. OK, je ne l'ai pas exécuté. Oups, je pense que je fais... C'est Y1. Voilà. Alors, il vous donne... Vous voyez qu'il n'y a pas la constante dedans. Parce que ce que j'ai fait, vous voyez ici, dans le modèle linéaire, d'habitude, je n'ai pas dit d'habitude. C'est qu'on a y égale voilà, la constante plus bêta x pour un modèle à une seule variable. Donc, quand vous mettez ça sous forme matricielle, ça vous donne 1, 1, 1, 1, et puis x1, 1, x1, 2, x1, t, voilà, multiplié par donc, bêta 0 et bêta. Donc, la constante ici vient nous... la constante est là, c'est elle qui fait apparaître donc le 1, 1, 1 en fait donc dans le modèle. Maintenant, quand on ne veut pas la constante, ok, quand on ne veut pas la constante, c'est quoi? C'est qu'il faut soustraire. Excusez-moi, c'est pas bêta 0, c'est C. Ok. On ne veut pas cette constante-là dans le modèle. Dans le modèle, dans fit_lm, si vous spécifiez le modèle comme ça, y0 égale à 1 plus x0, c'est qu'il est en train de prendre que vous avez une première variable qui s'appelle 1, 1, 1, 1, 1 et une deuxième variable qui s'appelle ça, 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 ça. Okay? Mais si vous ne voulez pas cette variable-là, donc vous allez juste spécifier le modèle y0, y1 égale à x0. C'est juste ça. Maintenant, bon, quelqu'un d'autre peut ne pas vouloir utiliser fit_lm, il peut vouloir juste utiliser regress. Si vous voulez utiliser regress, ben, vous n'avez pas besoin de tout ça, faire x0 moins 1. Donc, pour retrouver x0, vous pouvez juste faire regress y et puis i0. C'est tout. Je le fais ici. Bon, je vais le mettre quand même à l'intérieur. Donc, je vais mettre mdln okay, égale. Non, oui, pas mal. Je vais mettre regress y1 égale x 0. OK. Alors, vous allez voir les coefficients. Ici, vous voyez le coefficient, c'est 0,54. Je vais le faire ici aussi. Voilà, ça vous donne le coefficient. Et ce n'est pas deux coefficients. OK. Parce que, pour ceux qui ne savent pas encore, pour faire regress, on a juste mis donc la matrice x0 et bon, il le fait. Ou bien vous pouvez aller directement, vous mettez votre coefficient, vous mettez bêta égale x0 étoile x0 le tout
exposant moins 1, OK, fois x0, je pense fois x0 fois y1. OK, ça aussi on a, vous connaissez bien la formule. Exposant moins 1. On avait appris à faire ça, non? Bien, bon, je vais utiliser inv pour éviter les palabres. Donc, bêta égale à inv de x0 prime. X prime, c'est ça. Et ici aussi, c'est prime. Hein. Okay. Donc, ça vous donne 0,54 aussi. Donc, peu importe la méthode que vous utilisez pour faire votre estimation, vous pouvez utiliser FitLM, vous pouvez utiliser Regress, vous pouvez utiliser la formule directe qui dit que le coefficient d'estimation, c'est x' moins 1 fois x' y. Donc, si votre variable explicative, c'est x0, votre variable expliquée, c'est y1, ben, vous pouvez juste taper ça. Donc, inv, c'est pour inverser cette matrice-là. Mais je sais que exposant moins 1 marche aussi, non? Je sais que l'année dernière, on avait utilisé ça, mais je refais pour voir. X. Bon, je vais copier ça. Oups. Oups. Juste faire flèche vers le haut, hein, si tu veux. Ouais. Ça. Exposant, peut-être c'est la parenthèse qu'il faudrait. Ouais, ok, ça a marché. Donc, il fallait juste mettre la parenthèse x' exposant moins 1, donc en parenthèse, fois x' y. Attendez, je vais enlever la parenthèse, voir. Peut-être que ce n'est pas la parenthèse. Ouais, ça marche. C'est parce qu'avant, je n'avais pas mis le prime. Ok. Donc, le x0 prime fois x0 exposant moins 1 fois x0 prime fois y1 vous donne le coefficient. Quoi. Donc, c'est pas quelque chose de compliqué. En tout cas, je sais que le TP n'est pas vraiment du tout compliqué. Moi, si je vous donnerais le TP, je vous demanderais de faire les tests post-estimation pour vérifier, le test de validation du modèle, le test de normalité des erreurs, conclure, et le test donc, de mot-cédacité, donc des erreurs, conclure sur est-ce que le modèle, on peut utiliser le bêta, est-ce que bêta voilà, est acceptable, en tout cas. Bon. Donc, mais c'est aussi simple quand même. Donc, faites pareil pour tout le reste. Ce n'est rien de compliqué. Après, ce qui est peut-être important, c'est le L-ratio test, okay? Le test donc de maximum de vraisemblance. Okay? Alors, vous avez plusieurs modèles, d'accord? Et puis, vous voulez faire vous voulez comparer les deux modèles pour faire un choix. On peut utiliser le L-ratio test. Donc, vous pouvez taper L-ratio. Excusez-moi, hein, mais si on a genre, si on a l'homostasticité, on sait déjà que le modèle linéaire, enfin le MCO, c'est mieux que maximum de vraisemblance, c'est ça. Quand on n'est pas sûr de ça, on va essayer le maximum de vraisemblance et pouvoir genre décider quelle est la meilleure démarche, c'est ça? Oui. Ok, parfait, merci. Parce que ici, après, donc, vous pouvez estimer le modèle par le maximum de vraisemblance. Okay? Pour, bon, en fait, une fois que vous estimez un modèle, vous pouvez trouver la vraisemblance du modèle. Okay? La vraisemblance, donc là, vous faites juste le modèle point logly likelihood. Okay? Likelihood, c'est la vraisemblance. Donc, le log de la vraisemblance, car le modèle vous le donne, MATLAB vous le donne sans problème. Maintenant, quand on compare les
les différents donc, maximum de vraisemblance. C'est là que moi, je vous propose ce test-là, L-Ratio Test. Okay? C'est L-Ratio Test que vous pouvez utiliser simplement pour faire la comparaison. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit perform multiple independent tests when either is a vector. Donc, dès le départ. Voilà. Donc, vous pouvez les lire. Oh, c'est parti encore dès le bas jusqu'en bas. Alors, donc, il dit que vous pouvez faire donc L ratio test U, LL, RLL, virgule d'off. Et puis, il va vous expliquer c'est quoi ULL et tout. Donc, il compare la spécification pour les modèles en faisant donc des restrictions ou en ne faisant pas. Et puis, en comparant donc les paramètres. Okay? Donc, okay. I use to compute the test statistic. Donc, la statistique du test est calculée when the test exceed a critical value. Donc, eux-mêmes, ils ont donc des valeurs critiques. Si ça dépasse, il va rejeter donc l'hypothèse nulle. Si c'est inférieur, on accepte l'hypothèse nulle, comme toujours, comme tous les textes. OK? Donc, les ULL, c'est vraiment donc les maximums, les vraisemblances donc des modèles. OK? Donc, il faut juste mettre les vraisemblances et les séparer par des points-virgules. Et les séparer par des virgules. Bon, ici, moi j'ai mis point-virgule. On va voir si ça va marcher. Sinon, on ne le sépare par des virgules. On ne sépare par virgule et puis... Oh, pas point-virgule aussi, parce que je sais que ça va marcher. Donc, vous pouvez les lire encore pour savoir un peu tout ce que ça vous permet de faire. Si vous voulez faire autre chose que ce que moi je vous présente, ça peut être utile pour vous. OK? Donc, vous pouvez spécifier votre seuil aussi si vous voulez. OK, mais je ne pense pas que j'ai spécifié le seuil ici. Voilà, moi, je n'ai pas spécifié le seuil, donc il va le prendre par défaut. Je pense que c'est 5% par défaut. Mais si vous voulez un seuil, vous pouvez vous-même spécifier le seuil en question aussi. OK? Voilà, donc... bon, c'est vrai que je n'ai pas exécuté les codes qui sont en haut. Je peux les exécuter d'abord. Je vais exécuter tout ça, le fit LM et tout, jusqu'à bêta. Ouais, ici, je pense que je l'avais fait. Plus regression formula. The model formula contains name not recognized as predictor. OK. Allons-y. Ouais. C'est Y3 ici. Hein. Y3. Y2. Et ça, c'est Y4. OK. Bon, je vais... OK. Donc, le problème est résolu. Donc, après, ça va estimer donc, le modèle sans contrainte et le modèle contraint. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez, si vous voulez, afficher les coefficients. Si vous voulez, vous pouvez calculer aussi la vraisemblance. Il suffit donc de faire
ce modèle fois point log. Donc, il va vous donner la valeur quoi, sans problème. OK. Donc, pour voir lequel on choisit, il faut utiliser le test dont je suis en train de parler. OK. Je n'ai pas calculé en haut. Ah oui, je n'ai pas exécuté les codes en haut aussi. Bon, ici aussi, je ne les avais pas exécutés. Je les ai présentés, mais le modèle sans contrainte. Voilà. OK. OK. Je pense que ça devrait fonctionner maintenant. Voilà. Donc, il nous donne pour chaque élément, il nous donne le H et la p-value. OK. Maintenant, donc, si H vector of Boolean decisions. C'est la matrice de log. Le test, on dirait que le test n'est pas encore fini. Hein. OK. La p-value. Voilà. C'est parfait. Donc, on a les H. C'est 0, 0, 0, 1. 0, ça veut dire que on peut rejeter l'hypothèse nulle. Le 1, ça veut dire qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez utiliser la p-value aussi. Donc là, attendez, le 0, je pense que ça veut dire qu'on accepte l'hypothèse nulle. C'est ça plutôt qu'on rejette l'hypothèse nulle. Non, attends, je vais regarder. L ratio test. Bon, non, je l'ai écrit même ici. Okay. Vector of Boolean decision for the test with length equals to number of test values of h equals to 1 indicate rejection of the null. D'accord. Donc, si h égale à 1, on rejette l'hypothèse nulle. Si h égale à 0, on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc h égale à 0, je ne sais plus ce que j'ai dit. Failure of. C'est le non-rejet de la nulle. Là, on rejette le nul. Non, on ne rejette pas le nul. Oui, non-rejet Ouais, de la nulle. Donc h égale à 0, non-rejet. Et je pense que ça coïncide bien avec la p-value ici. La p-value, vous voyez, quand la p-value est élevée, ça veut dire que le risque qu'on court en rejetant l'hypothèse nulle est quand même assez élevé. Donc, il ne faut pas rejeter l'hypothèse nulle parce que la p-value, c'est l'erreur de première espèce. Donc, le risque que vous courez si vous rejetez l'hypothèse nulle. Si la p-value est élevée, ça veut dire que vous courez un grand risque en rejetant l'hypothèse nulle. Si la p-value est faible, ça veut dire que vous courez un risque faible en rejetant l'hypothèse nulle. Donc, bon, on peut rejeter. Donc, vous voyez ici, c'est inférieur à 5%. Les autres, c'est quand même assez élevé. Comme quoi, l'hypothèse d'égalité entre les deux modèles est conservée ici et rejetée ici. Voilà. Donc, ça, on rejette l'hypothèse nulle. Donc, les deux modèles sont différents. Et ici, on conserve les deux. On conserve l'hypothèse nulle. Ça veut dire que les deux modèles sont égaux, acceptables. OK. Alors, c'est juste, le travail, vraiment, c'est pour vous présenter juste une seule commande, en fait. Parce que je sais que pour tous ceux qui ont déjà fait l'économétrie une fois et qui ont déjà fait MATLAB, voilà, ils savent faire la régression. Donc, que ce soit en utilisant Regress ou bien FitLM et tout le reste, ils savent le faire. Donc, le seul but
J'aurais pu venir, puis j'aurais dit, en fait, non, regardez, ce que vous ne savez pas, c'est MV regress. C'est tout ce que vous ne savez pas, c'est ça qu'on doit juste regarder aujourd'hui. Et j'aurais pu venir et puis vous présenter ça comme ça. Donc, le MV regress, je vous présente un peu ce qu'il fait. Quand même, c'est un peu différent donc, du regress, donc multi-variables regression. Donc, c'est ça, le multi-variable regressions. Donc, il permet de faire la régression donc, de plusieurs variables. Donc, multivariate regression with missing data. Donc, quand vous faites MV regress, donc de X, Y, ça vous donnera la régression donc des variables multivariées, en tout cas, donc à plusieurs dimensions de Y sur les variables explicatives X. OK? Il va vous donner un vecteur de coefficient bêta. OK? Il peut vous donner aussi donc les matrices de variance, covariance et tout ça, et puis le thème d'erreur. Mais bon, est-ce que on a besoin? Non. Donc, et puis il peut vous retourner aussi d'autres variables que je présente ici, les logs de la vraisemblance. Vous pouvez lui demander de vous les donner aussi. Il peut vous donner les logs de la vraisemblance, les variances, comme ça dit ici, le sigma, les résidus, donc les thèmes d'erreur. Donc, il peut vous donner tout ça. OK? La seule différence, c'est que le regress tel qu'on le connaît, c'est une variable explicative sur une variable expliquée sur une variable explicative ou bien sur plusieurs variables explicatives. Mais maintenant, expliquer plusieurs variables par une variable explicative, bon, ça, quand même, vous n'avez pas vu ça auparavant. OK? Donc, c'est la seule différence. Donc, les variables expliquées ici sont nombreuses. C'est ça la seule différence. Donc, le MV regress vous permet de faire ça. C'est tout. Donc, si vous voulez, vous pouvez lire encore davantage sur tout ce qu'il permet de faire. Donc, il va vous donner la variance des paramètres aussi. OK. Il peut vous donner de façon objective donc le maximum de vraisemblance. OK. Donc, ceci étant, avant de faire ça, on va créer notre matrice. Donc, on va mettre la constante dedans. Donc, pas sans restriction. Donc, on ajoute la constante. OK. Et on essaie de créer une nouvelle matrice X0U. Okay. Vous voulez voir à quoi ça ressemble. Donc, il y a la constante 1, 1 à côté donc de X, XDiff qu'on avait. Donc, on a ça. Donc, encore une fois, je ne vais pas tout exécuter. Je vais exécuter juste quelques lignes. Et puis après, donc, j'utilise le MV regress. Mon Y0, vous savez, là, cette fois-ci, ici, je ne fais pas la régression one by one. Je ne fais pas Y1 sur X0, je ne fais pas Y2 sur X0, je ne fais pas Y3. Mais je fais tout l'ensemble des Y1, Y2, Y3, Y4 sur les variables explicatives. Okay? C'est là juste la seule différence. Donc, tous les éléments là sont connus. Ben, je peux enlever le point virgule pour que le résultat sorte en même temps. Si vous voulez, donc il vous donne la matrice donc, des variances qui sont données. Il vous donne la matrice de... Ça, c'est quoi? Oh, 500. Donc, c'est les résidus. Les thèmes d'erreur. Donc, ça, c'est les résidus pour Y1, les résidus pour Y2, les résidus pour Y3, les résidus pour Y4. Et ça, c'est les coefficients bêta. Donc, les coefficients bêta pour Y1. Donc, ça, c'est la constante pour Y1. Ça, c'est le coefficient pour Y1. Souvenez-vous même, ça donnait 0,54. Vous vous souvenez, quand on avait fait les régressions one by one, on trouvait le bêta 0,54. Donc, ça, c'est les coefficients donc, de bêta et de Y1, les coefficients de Y2, Y3, Y4, avec donc les constantes. Bon, les constantes sont identiques pour tout le modèle. Parce que c'est ça, hein, le fait de mettre tout ensemble, c'est qu'on veut qu'il y ait une seule constante. Et puis voilà, on peut passer donc aussi au modèle sans contrainte.
et où là, on ne va pas mettre la constante. OK? On ne met pas la constante. Et puis, on va faire la régression aussi. Et puis après, on va comparer les deux pour voir qu'est-ce qu'il en est. D'accord? Donc, c'est toujours la même chose. Ça, c'est les outputs. Okay? Pour ceux qui ne s'en sortent pas, c'est que si vous spécifiez ça, il va vous le faire sortir. Si vous ne le spécifiez pas, il ne va pas vous le faire sortir. Donc, si vous le voulez, vous le mettez. Donc, quand on a vu dans MVRegress, dans Help, donc dans l'aide, on a dit en fait toutes les sorties possibles. Donc, le premier élément correspond donc au coefficient. Le deuxième élément correspond donc à la variance donc, des résidus. Le troisième élément correspond donc aux résidus eux-mêmes. Ensuite, vous pouvez faire sortir aussi la vraisemblance et tout. Donc, on fait pareil pour le modèle sans contrainte. Si vous voulez, bon, on peut regarder les coefficients, ce que ça donne. Donc, ça, c'est la vraisemblance likelihood. Ça, c'est donc la variance des résidus. Ça, c'est le thème d'erreur. Ils sont nombreux. 500 lignes en tout. Après, ça, c'est le coefficient bêta. Et vous voyez qu'il n'y a pas la constante. Donc, il y a un seul coefficient pour chaque. Ça, c'est Y1, Y2, Y3, Y4. Donc, c'est le coefficient pour chaque. Bon, le coefficient n'a pas vraiment changé pour celui-là. Bon, pour les autres, là, je ne sais pas si vous l'avez jamais mémorisé, mais celui-là, je sais que ça n'a pas bougé en tant que tel. Donc, à partir de là, on peut faire aussi la comparaison de ces deux modèles. OK? Donc, le L-ratio test, donc le premier log, la première vraisemblance, la deuxième vraisemblance, et le T, c'est la taille. Parce qu'on avait comme quoi 1, 2, 3, 4 vecteurs. Donc, on est en train de comparer donc, la vraisemblance en utilisant 4 vecteurs. Donc, on spécifie ça. OK. Donc, je pense que c'est toujours la même chose. Values of age equal to 1 indicate rejection. Donc, le 1, on rejette. En tout cas, je m'en sors toujours pas bien avec les H, en fait. Je suis à l'aise avec les p-values. Donc, ça, la p-value est assez faible. Donc, ça veut dire que la probabilité donc ou bien l'erreur qu'on commet en rejetant l'hypothèse nulle est faible. Donc, on peut rejeter l'hypothèse nulle. Donc, H égale à 1, bon, ça veut dire qu'on rejette l'hypothèse nulle. Pour le H, je suis toujours comme confus parce que ça me demande de mémoriser. Mais moi, je n'aime pas mémoriser, j'aime mieux comprendre. Je sais que ça, la p-value, c'est l'erreur de première espèce, donc le risque qu'on court en rejetant l'hypothèse nulle. Et on voit que c'est faible, c'est exposant moins 8, donc c'est vraiment faible. Donc, on ne court pas un grand risque en rejetant l'hypothèse nulle, quoi. Donc, on peut la rejeter. OK. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. On rejette l'hypothèse nulle. Est-ce que c'est clair quand même comment est-ce qu'on compare le L-ratio test? Ici, c'est simple parce que ça fait juste deux modèles. Hein. Vous comparez donc celui avec la contrainte, la constante, celui avec sans la constante, puis vous faites donc le test. Il vous le donne. Mais dans le coup, bon, c'est des grosses formules qui sont implémentées dans MATLAB. Donc, il y a des ingénieurs qui ont, dans le L-ratio test, là, donc c'est des programmes qui tournent, qui calculent eux-mêmes donc les statistiques et puis les comparent et puis donnent le résultat, la décision pour vous. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi par rapport au TP que vous avez, des choses que vous pensez que vous ne pouvez pas faire? Est-ce que tout le monde est là quand même? Est-ce que vous avez compris tout le monde? Bon, je sais que beaucoup sont très bons à MATLAB. On a fait pas mal de choses, donc c'est correct, quoi. Oui, Walid, vous voulez dire quelque chose? Non, que c'était clair, c'est bon. OK. OK. Bon, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas lieu de vous montrer mon visage
le reste de la journée. On va se dire rendez-vous. Je ne sais pas quand est-ce que vous devez rendre les TP là. Monsieur, excusez-moi, parce que le TP, la première partie, ce sera rendu deuxième partie, c'est le 19 mars, mais première partie, c'est le 26 février. Donc, la correction, ce sera après le 19 mars, c'est ça? Oui. Donc, rendez-vous le 26... Le 26 février. C'est pour la première partie? Oui, c'est ça. Donc, vous me remettez, on fait la correction et vous allez faire l'examen après. OK. Ah oui. Oui, ça, je comprends. Ouais. Donc, et après la deuxième partie, il y aura aussi une autre rencontre. Pour cette partie, non. Mais il y aura un TP2, oui. Oui, c'est ça. OK. C'est bon. Parfait. Merci, monsieur. Ah, vous allez nous envoyer le code aussi, c'est ça? Oui, je vous ai déjà envoyé. Ouais. Je vous ai déjà envoyé. Je ne vais plus vous envoyer ça. Merci. En tout cas, pour ceux qui ont vu ça dans le chat, oui, mais je ne pense pas que je vous enverrai une copie de ça. Mais je vous enverrai la vidéo quand même. OK, oui. C'est bon. Merci beaucoup. Bienvenue. OK. Donc, à bientôt. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup, à bientôt. Oui. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci, bonne journée. Oui. Bonne journée.